Le site de l'ANIP, 6 à Kadiaou, ne sera plus opérationnel à partir du 23 novembre 2023. La direction générale de l'agence en charge de la délivrance des actes d'état civil au Bénin a annoncé à travers un communiqué en date du 15 novembre 2023 la fermeture du site de Kadiaou. De ce fait, la direction générale de l'ANIP invite les populations à se rendre dans leurs communes et arrondissements respectifs à Cotonou et à Abomey-Calavi pour leur demande d'actes sécurisés. Dans son communiqué, l'ANIP a indiqué que les demandes d'actes sécurisés peuvent être faites au niveau des mairies des 77 communes que compte le Bénin, également dans les arrondissements de Porto Novo et de Parakou, ainsi qu'au niveau des préfectures des 12 départements. Tous les actes sécurisés délivrés par l'ANIP ne peuvent cependant être obtenus dans les arrondissements et mairies. Les prestations liées aux certificats de coutume et célibat, la transcription d'actes, la correction des dates de naissance, la correction d'actes, la correction des données nominatives ne peuvent être obtenues qu'au niveau de la délégation départementale pour l'identification des personnes dans toutes les préfectures. Pour les services liés à la diaspora, le site est maintenu au niveau de la direction générale de l'ANIP en face du stade Mathieu Kérékou à Cotonou, a indiqué l'ANIP. L'agence rappelle également que ces prestations s'obtiennent également en ligne à l'adresse www.eservice.anip.bj et sur l'application ANIP BJ téléchargeable sur le site www.anip.bj. Qu'est-ce qui justifie la fermeture de la SUCOB puis le licenciement collectif des agents de cette société sucrière à Savè? Cette question a désormais une réponse. Interpellé par le Parlement à travers 2 questions orales des députés Chiman Ogbon de l'opposition et Nikez Fagnon de la mouvance, le gouvernement s'est expliqué sur la fermeture de la SUCOB et le licenciement collectif de son personnel. Face aux députés jeudi 16 novembre 2023, la ministre de l'Industrie et du Commerce Alimatou, Shadia Assouman, a révélé que la sucrerie a été fermée en raison du non-renouvellement du contrat de location-gérance. Je voudrais également faire un point sur les mesures de sauvegarde. Donc, les mesures de sauvegarde sociale étant faites, les mesures de sauvegarde technique, maintenir l'outil en état de marche pour que les investisseurs potentiels qui viendront visiter puissent voir comment fonctionne cet outil-là. Nous avons fait une évaluation technique et également une évaluation financière et un dossier est prêt pour tout investisseur, en tout cas potentiel, intéressé par la reprise. Depuis 20 ans, le ministère de l'Intérieur, la police et la gendarmerie ont toujours été présents sur le site pour le gardiennage, en plus des sociétés de gardiennage. Seulement, c'est vrai que depuis la fermeture, nous avons donc renforcé cette sécurité-là parce que les actes de vandalisme et des conflits avec les bouviers ce n'est pas isolé. Ça avait déjà été relevé des années antérieures et c'est pour cela que dès que les Chinois sont partis, nous avons donc renforcé la sécurité pour pouvoir préserver non seulement le site, mais également surtout la pépinière pour qu'on puisse reprendre facilement la clôture de canne. Monsieur le Président, je souhaiterais pour finir dire que nous avons tiré des grandes leçons des comptes performance, puisque les comptes performance observés sont surtout dus effectivement aux grèves et du coup au non-respect des bonnes pratiques culturelles donc les bons rendements en ce qui concerne donc que ce soit l'alcool, même la production de canne pour le sucre. Ces grèves à répétition avaient donc refroidi la partie chinoise pour respecter le plan d'investissement parce qu'ils n'étaient plus sûrs de rester de leur propre chef parce qu'ils avaient très peur, surtout depuis la séquestration de leur directeur général et enfin la mort du dernier, cette fois-ci par Covid. Et il a fallu négocier pour qu'ils puissent revenir déjà en 2021 pour pouvoir ne serait-ce que finir le contrat donc en 2023. Ici, la superficie emblavée,
s'il faut effectivement l'exploiter, ce n'est pas 100 litres de solabia à fabriquer. Ceci appelle que nous ayons une initiative privée si nous ne voulons pas solliciter un investisseur étranger. Parce que ce n'est qu'avec l'initiative privée que nous allons créer la ressource interne. On ne pourra pas, lorsque nous avons systématiquement des investisseurs étrangers, empêcher qu'eux-mêmes fassent leurs marges. Et ces marges-là sont parfois mal tolérées, mais ce sont les règles du jeu du commerce international et du commerce des entreprises. Donc, si nous souhaitons effectivement avoir une création de ressources en interne, un maintien, une stabilité de la ressource interne, il faudra que nous puissions avoir de l'initiative privée en interne et toutes les personnes qui sont en mesure, non pas seulement d'avoir fait 20 ans dans l'entreprise, mais de pouvoir monter un business plan réel, tenable, durable, se manifestent et reprennent effectivement l'activité au bénéfice des populations. Nous serons à leur écoute et nous serons les accompagner. Je vous remercie. Dans les débats, de nombreux députés ont estimé que le gouvernement doit prendre des mesures idoines pour solutionner le problème social né de la fermeture de la SUCOB. Monsieur le Président, juste quelques petites précisions. La transhumance est interdite dans les zones protégées. On ne reviendra pas dessus. On peut tout au plus patrouiller dans les zones tampons qui sont délimitées par les agents forestiers. Ceci parce que les maladies que nous avons sur les animaux domestiques sont transmissibles aux animaux qui sont dans le parc puisqu'ils sont de la même espèce. Et l'économie que le tourisme va nous générer viendrait renforcer un peu ce que nous sommes en train d'engranger. C'est pourquoi il faut assurer cette protection. Je voudrais aussi dire que l'action publique a un cycle. Puis c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Donc, nous réfléchissons toujours et nous menons un certain nombre de stratégies pour donner de la durabilité à ce que nous faisons. Mais par rapport à la transhumance, il faut constater que c'est une étape transitoire obligatoire, en attendant même que chaque troupeau reste dans son parc et ne brouter que dans son parc. Et pour ça, on a demandé aux élus locaux, surtout les maires, les conseils communaux, de nous dégager par commune des espaces que nous allons enrichir en pâturage terrestre comme en pâturage aérien et dégager donc les couloirs de passage jusqu'à ces espaces-là pour que pour le moment les troupeaux qui doivent bouger à l'intérieur de la commune puissent le faire sans causer de dégâts. Les autres principes de faire conduire les troupeaux par des enfants mineurs, ne pas patrouiller la nuit, ou faire, ça reste inchangé et nous devons pouvoir veiller là-dessus. Je suis heureux que les honorables acceptent et puis le font pour ceux qui le font déjà et que la plupart des autres tentent d'obtenir cette facilité au niveau de chaque commune. Monsieur le Président, je ne vais pas faire un bilan ici, mais pour déjà ce qu'on fait au niveau de projet de sédentarisation de l'élevage, nous avons fait mettre en place déjà cette campagne plus de 55 000 plants fourragers. Les ligneux fourragers, c'est-à-dire les arbres de demain qu'on va couper et que les animaux vont manger. Nous avons déjà obtenu les ADC pour un nombre important d'éleveurs établis chez nous. C'est quoi ADC? Attestation de détention coutumière. Attestation de détention coutumière pour les éleveurs établis déjà chez nous, parce que c'est l'insécurité foncière sur laquelle ils sont qui les amène à devoir être chassés ou déplacés, poser des risques. Et lorsque nous avons les attestations de détention coutumière et que la sécurisation est faite, on renforce l'élevage. On fait des forages. On fera davantage, on renforcera le pâturage pour que les bœufs puissent manger là. De plus,
Nous avons beaucoup de jeunes gens qui sont sortis de nos écoles et qui savent faire les blocs multinutritionnels densifiés. Ceux-là lancent des projets qui sont soutenus par le FNDA et même les projets en cours pour qu'ils puissent préparer des blocs pour l'alimentation du troupeau. Je voudrais, d'ici 2-3 ans, Monsieur le Président, qu'on ait des boutiques de vente de fourrage. Exactement comme on vend le pain. Et vous allez, vous prenez votre botte et vous pouvez nourrir les animaux que vous avez à la maison dans votre petit parc. Ça va nous aider vraiment à régler progressivement la question. Et avec la mise en place de cette unité, les opérateurs vont sentir un allègement dans les procédures. Si l'opérateur a eu satisfaction dans les meilleurs délais, plus il paye vite, le cycle de rotation devient plus court. Ainsi donc, le port gagnerait à avoir plus de flux que par le passé. La liquidation des déclarations au niveau du bureau, par exemple, se fait de façon quasi automatique, c'est-à-dire qu'en une dizaine de minutes, dès que l'inspecteur liquidateur fait l'étude documentaire, il procède à la liquidation sans divertir à d'autres actes. C'est une forme de gain. Désormais, le temps qu'ils ont pu gagner au niveau du bureau en ce qui concerne la liquidation, ce temps-là est conservé et pourquoi pas amélioré lors de l'enlèvement. L'enlèvement qui se fait avec toute forme de diligence pour que tout ce qui pourrait être goulot d'étranglement puisse rapidement être levé. Désormais, ils ont un gain en termes financiers comme en temps pour chercher à faire sortir un véhicule aujourd'hui sans accomplissement préalable des formalités, c'est chose impossible. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ne savent pas, qui sont déjà partis du port de Cotonou, doivent pouvoir revenir en termes de véhicules d'occasion parce qu'ils ne perdront plus le temps dans les hôtels pour être satisfaits. On voit un camion de plus de 50 ans d'âge payer plus d'1 million de droits de douane. Alors c'est pas ça. Il faut qu'ils regardent dedans pour nous aussi. Nous allons leur demander de la souplesse à travers les tests. C'est vrai que il y a tellement d'intermédiaires qui interviennent dans cette filière-là, toutes choses qu'on est en train de réglementer. Le fichier électoral du Togo est fiable. C'est du moins ce qu'affirment les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, auteurs d'un audit réalisé en octobre dernier à Lomé. C'était à la demande des autorités togolaises en vue des prochaines élections législatives et régionales dans le pays. L'opposition togolaise a bien souvent contesté le fichier électoral à l'approche des élections. En témoignent les épisodes de 2015 et 2018. Le recensement de 2023 a connu une forte affluence pour l'obtention de cartes d'électeurs, contrairement aux années précédentes, mais des contestations du fichier avaient poussé l'exécutif togolais à diligenter un audit. Okay. Aucune date n'a encore été fixée pour la tenue des scrutins, mais il devrait avoir lieu cette année, selon le président Gnazingbe. Faure Gnazingbe est à la tête du Togo depuis 2005, après avoir succédé à son père, le général Eyadema, mort après 38 ans de pouvoir. Le Niger se dote d'un nouvel organe anticorruption. La Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, le COLDEF. Son rôle, récupérer tous les biens publics acquis illégalement et détournés. Il est composé de juges, d'officiers de l'armée et de la police, mais également de représentants de la société civile. Tous ont prêté serment devant le chef de la junte militaire, le général Abdourahmane Tiani, en direct à la télévision nationale. Ce nouveau tribunal d'État remplace la Cour de cassation et le Conseil d'État, dissous après le coup d'État. Arrivé au pouvoir en juillet dernier, la junte se donne 3 ans avant de passer à un régime civil, mais aucune date n'a encore été fixée pour des élections. Le président élu Mohamed Bazoum est toujours détenu dans sa résidence au palais présidentiel depuis sa chute et le Niger subit les sanctions économiques de la communauté ouest-africaine.
Le Parlement kenyan a donné jeudi son accord au déploiement d'1 millier de policiers en Haïti malgré les critiques contre ce projet dans le pays d'Afrique de l'Est. La vice-présidente du Parlement Gladys Bousse-Chollet a demandé aux élus de se prononcer à haute voix. Cette Assemblée approuve le déploiement des forces de la police dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Est-ce que tous ceux qui sont de cet avis peuvent dire oui ? Le oui l'emporte. Le déploiement reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi qui examine un recours déposé par un opposant. La Haute Cour doit se prononcer sur ce recours le 26 janvier 2024. Des ONG de défense des droits humains soulignent que la police kenyane a l'habitude de recourir à la force, parfois létale, contre des civils, ce qui constitue un risque majeur dans un pays où de précédentes interventions étrangères ont été marquées par des violations des droits humains. Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi avoir trouvé un accord pour un prêt de 938 millions de dollars pour le Kenya, confronté à des problèmes de liquidité. L'économie de la locomotive de l'Afrique de l'Est bat de l'aile en effet. Elle n'a pas survécu aux affres de la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine et à une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique. Fin juin, la dette publique du pays de quelques 53 millions d'habitants s'élevait à plus de 64,4 milliards d'euros. Le Kenya est soumis à une pression sur ses liquidités, principalement en raison de l'importante euro-obligation arrivant à échéance en juin 2024 d'un montant de 2 milliards de dollars selon le FMI. William Ruto a annoncé que son pays rembourserait en décembre une première tranche d'une valeur de 300 millions de dollars. Mais l'aide annoncée par l'institution de Bretton Woods doit encore être validée par son conseil d'administration qui s'est réuni en janvier. À Madagascar, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote. 11 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, mais le scrutin de jeudi n'a attiré que 39% des votants, selon la commission électorale. L'impartialité de cette institution est remise en doute par l'opposition qui, dans sa grande majorité, a boycotté le scrutin présidentiel. Les tensions sont vives entre le président sortant André Rajoelina et les candidats de l'opposition. André Rajoelina s'est dit confiant dans sa réélection, faisant fi des critiques et des semaines de manifestations qui ont émaillé la période de campagne. À 49 ans, le président était l'un des 13 candidats en lice, mais 10 ont appelé les électeurs à ne pas voter, se plaignant d'un coup d'État institutionnel en faveur du président sortant. Le chiffre définitif de la participation des Malgaches doit être encore communiqué par la commission électorale, mais l'opposition s'est engagée à continuer de protester jusqu'à la tenue d'élections équitables. La CPI sous pression depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Après 3 ONG palestiniennes, l'Afrique du Sud a déposé à son tour jeudi une plainte auprès du bureau du procureur Karim Khan visant le gouvernement israélien. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à l'origine de cette saisine, exige une action de la haie face aux crimes de guerre commis à Gaza par les offensives israéliennes. Par ailleurs, l'ANC a d'ores et déjà apporté son soutien à une motion parlementaire en cours sur la fermeture de l'ambassade d'Israël et la suspension de toute relation diplomatique avec le pays jusqu'à ce qu'il accepte un cessez-le-feu et s'engage dans des négociations. L'Afrique du Sud a rappelé tous ses diplomates d'Israël au début du mois. Notons que le 9 novembre dernier, 3 organisations palestiniennes, l'ONG PCHR, Al-Haq et Al-Mizan, avaient demandé à la CPI de délivrer rapidement des mandats d'arrêt contre les personnes soupçonnées de crimes au sein de l'appareil politique, militaire et administratif israélien.
Les ONG dans leur plainte citent le président Isaac Herzog, le premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Les institutions africaines se distinguent de plus en plus sur la scène mondiale malgré les défis. Avec le retrait des concurrents internationaux, c'est une opportunité pour s'étendre sur le continent et au-delà. Cependant, elles doivent gérer une dette publique croissante, relever des défis climatiques, trouver de nouvelles sources de financement et s'adapter à des réglementations changeantes. De ces problèmes, les acteurs de la finance ne s'en détournent pas. Ils ont échangé des idées pendant 2 jours ici à Lomé, au Togo, pendant l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. L'industrie financière africaine, c'est une opportunité de 1500 milliards de dollars que les gouvernements et les champions africains de la finance veulent saisir. Pour aller vite et bien, il faut tenir compte de la réglementation, nous dit Serge Ekwe, le président du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement. Cela passe d'abord par une réglementation, une régulation qui donne le cadre, et là c'est le rôle de la puissance publique, mais également des acteurs puissants, bien dotés en capital et qui ont un seul intérêt, c'est d'aller chercher de la valeur et de permettre de la créer. Pour créer de la valeur, obtenir des prêts est essentiel. Mais en Afrique subsaharienne, emprunter sur les marchés internationaux coûte jusqu'à 2,1% de plus qu'ailleurs, imposant ainsi un fardeau aux gouvernants du continent. Les agences de notation ne considèrent pas certains facteurs structurels et que si ces facteurs étaient considérés, la notation pourrait s'améliorer. Tout cela était en place et considéré par les agences de notation. Cela pourrait réduire considérablement les risques attribués à l'Afrique. Autre système promu par ce sommet sur la finance, la tokenisation des actifs. En clair, transformer des biens en jetons numériques pour les échanger sur Internet. On parle d'un capital immobilier que les banques, les assurances ont, qui n'ont pas l'opportunité d'être liquides et qui, si elles étaient tokenisées, donc dont la propriété serait fractionnalisée pour permettre au plus grand nombre de la population de participer, ça permettrait d'apporter un énorme volume de liquidité. Autre sujet majeur, la cyberassurance qui suscite un vif intérêt chez les assureurs africains face à près de 2000 cyberattaques hebdomadaires. Beaucoup y voient une opportunité majeure. Et ces opérateurs d'assurance, y compris les régulateurs, y compris les réassureurs, doivent réfléchir sur les produits adaptés qu'on doit amener dans ce secteur-là, mais aussi comment ils doivent être réactifs, comment aussi dans cette industrie, les informations doivent être partagées pour être sûr qu'on apporte une offre de qualité pour pouvoir répondre à ces problèmes de cyberattaque et de cybersécurité. L'African Financial Industry Summit, organisé par le magazine Jeune Afrique, est devenu en 3 ans un événement majeur, réunissant plus de 800 leaders de la finance africaine, incluant banquiers, assureurs, régulateurs et décideurs publics. Les Aigles de Carthage se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Première sortie pour les Tunisiens vendredi au stade Hamadi Agrebi de Rades, dans la banlieue sud de Tunis. Ils affronteront Sao Tomé et Principe. Nous avons du respect pour tout adversaire et nous savons que chaque match a ses spécificités. Pour notre match de vendredi, nous devons faire du bon travail et faire bonne impression. Nous avons 2 matchs importants à disputer. Nous devons trouver notre rythme et notre confiance. Nous savons que la Coupe d'Afrique aura lieu en janvier. Nous sommes prêts pour ces 2 événements. Sao Tomé et Principe se situent actuellement 154 places derrière la Tunisie au classement FIFA. Un adversaire facile donc pour les Tunisiens, à première vue. En Afrique, il n'y a plus d'équipe faible. Tous les joueurs africains évoluent à un haut niveau. Il faut en être conscient. Nous allons regarder des vidéos aujourd'hui. Je m'attends à ce que ce match soit difficile. Il pourrait être plus facile pour nous si nous faisons du bon travail en première mi-temps. Les éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026 ont débuté mercredi avec les scores vierges lors des rencontres Éthiopie-Sierra Leone et Rwanda-Zimbabwe, alors que la RDC et la Guinée ont obtenu leurs 3 premiers points en dominant respectivement la Mauritanie et la Namibie.